Bonjour Jean-Philippe, Bonjour Géraldine, comment vas-tu? très bien et toi? Très bien, je vais très bien parce que c'est Free Guide et qu'on va découvrir de nouvelles œuvres et faire découvrir surtout de nouvelles œuvres aujourd'hui. On va présenter un artiste. On n'avait pas pensé présenter cet artiste-là au départ, mais l'actualité nous a rattrapés. Je dirais une triste actualité puisque il s'agit de Christo et qu'on a appris il y a quelques jours son décès. C'est le Mais décès oui, grand de l'art contemporain et de l'art moderne, mais surtout de grande quelqu'un qui figure, ouais, effectivement, un artiste plus que médiatique et populaire. On s'apprêtait à fêter ses 85 ans le 13 juin prochain, mais malheureusement, effectivement, il nous a dit au revoir le 31 mai. ouais. C'est un artiste qui est connu du grand Alors, public par ses interventions, évidemment, mais voilà, tu vas peut-être d'abord nous le présenter en mais une parlant. photo que je trouve un bel hommage au personnage finalement qu'il a incarné, c'est cette image un peu évanescente qui a été prise en 2017 et où il apparaît comme ça un peu solitaire sur une dune. C'est une photographie aux Émirats arabes unis où il était en repérage pour construire un projet qui est destiné à devenir une construction, un monument, une sculpture même définitive, un peu en contradiction avec tout ce qu'il a fait qui est souvent marqué par l'éphémère. Très belle photo. Mhm. Euh, 2017, et c'était l'année aussi il est venu à Bruxelles pour monter une exposition qui avait été proposée à l'espace culturel ING, mais aussi dédicacer des livres et alors rencontrer un public très 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 nombreux euh, lors d'une conférence qu'il a donnée à Flagey. Voilà ici une image de sa présence à Bruxelles en 2017, donc la même année. la même année. Grand voyageur apparemment et Mhm, actif là, à l'époque il avait à peu près 82 ans, donc mhm. Ce qui est amusant, c'est que dans le désert comme à Flagey, pour rencontrer ce public dans une conférence ou dans la solitude, travailler à un projet qu'il avait initié avec sa compagne Jeanne-Claude, il est habillé pareil en fait. Et il reste un homme d'action. Ça m'avait frappé en assistant à cette conférence qu'il refuse par exemple de s'asseoir pour rester dans une position dynamique, alerte, debout, d'être un peu expéditif pour faire une conférence à 300 à l'heure pour baliser quelques-uns de ses principaux projets, mais alors pouvoir consacrer un maximum de temps à son actualité et surtout à ses projets futurs, et encore plus de pouvoir donner du temps à répondre aux questions très 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 nombreuses de la salle enthousiaste, que ce soit des gens convertis ou connaisseurs, mais aussi le grand public qui découvrait son travail, sa personnalité pour la première fois. mhm. Alors, Christo, tu as évoqué Jeanne-Claude. On peut dire Mhm. que Christo, bon, c'est le vrai prénom de l'artiste, mais ce mot Christo, ce nom, correspond en fait à un duo. En fait, Mhm. c'est vrai que On- on ne peut pas parler de Christo sans parler de Jeanne-Claude. Et mhm. on a tendance, je dirais, peut-être à pas minimiser, mais c'est vrai on en parle un peu moins. Elle est décédée il y a quelques années. Voilà. On Ils parle étaient beaucoup de faits pour Christo. se rencontrer. On a dans la collection deux œuvres de Christo, parce que ce sont des dessins par cet artiste. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ce sont des dessins pour des projets et qu'il réalisait alors en étroite collaboration avec Jeanne-Claude. Et donc, elle était tout aussi impliquée que lui dans la matérialisation en fait de ces idées dont il signait un petit peu ici les esquisses préparatoires. Oui. Donc ça, Donc, c'est les ce deux sont les dessins œuvres avec Victor. qu'on va expliquer parce que ce sont les deux œuvres que l'on possède dans notre collection. Elles sont arrivées au musée au début des années 1990 par le don d'un collectionneur marchand, Serge Deblou, qui est quelqu'un qui est un spécialiste de l'art moderne et contemporain, qui a vendu énormément de tableaux de notamment l'italien Lucio Fontana, mais qui était aussi intéressé par des artistes de cette même catégorie internationale, novateur, avant-gardiste, comme Nam June Paik pour ses vidéos, mais aussi ici, donc en l'occurrence, les dessins préparatoires des grands projets de Christo. Alors j'ai ici une image où tu posais la question de Jeanne-Claude, où elle apparaît donc aux côtés de l'artiste. Et je disais que c'était peut-être un peu fait pour se rencontrer parce qu'en fait, ils sont nés exactement le même jour, donc le 13 juin 1935.
Lui, c'était en Bulgarie et elle, donc, au Maroc. Elle Oui. a grandi sa petite enfance dans le nord de l'Afrique. Mais ils se sont rencontrés à Paris quand Elle disait, l'artiste a fui le bloc de l'Est. oui, je t'interromps une seconde parce qu'ils ont fait pas mal d'interventions vidéo. On a la chance quand même de pouvoir les découvrir à travers ce média-là aussi. Et dans une des vidéos, elle disait on est nés le même jour, mais pas de la même mère, elle précisait. Elle avait beaucoup d'humour aussi. Et c'est vrai que les interviews se faisaient souvent à deux. Enfin, ça me fait Ouais. penser à ça sur cette photo aussi. Mais voilà, je t'interromps juste pour cette petite anecdote. Et ils tiennent en main, que tiennent-ils en main exactement? Ah, mais peut-être le type d'intervention qu'on associe pour toujours maintenant à ce couple d'artistes, et puis à Christo d'abord, le fait d'emballer des choses. Donc, c'est un peu l'objet mystère. On voit un tableau parce qu'il y a un cadre, mais au lieu de protéger une toile qui est peinte, ce sont des objets en fait qui ont été emballés. Et donc, je ne sais pas si le public, en découvrant cette photo, peut identifier ces objets. C'est un peu mystérieux. Euh, une espèce de forme un peu globuleuse, comme ça, un peu nébuleuse. En fait, c'est une paire de souliers de dames qui sont ici mis en évidence, mais qui, dans tous les sens du terme, sortent du cadre aussi. Donc, en emballant des objets, Christo les cache pour qu'on puisse mieux les découvrir, les réimaginer, les fantasmer. Il opère une transformation avec le réel et le visible, mais il veut aussi couper avec les traditions académiques dans lesquelles il a été formé, puisque c'est quelqu'un qui a fait très très tôt des bonnes études en art. Sa maman l'a encouragé, elle était liée à l'Académie des Beaux-Arts dans son pays natal. Il a une très très bonne connaissance des techniques traditionnelles du dessin et de la peinture, mais ensuite, en quittant le bloc de l'Est, son pays ne supportait plus le manque de liberté d'expression. En passant via la Tchéquie, Vienne et Genève, arrivé à Paris, libérer le geste, et il va s'intéresser alors aux aventures de l'art moderne, à la différence du style officiel dans lequel il devait travailler quand il n'était pas libre en Hongrie. Il était proche des nouveaux réalistes à l'époque. On l'a associé un peu à cette mouvance. Il était proche en amitié. C'est un moment dans le temps, avec la fin des années 50 et l'arrivée parisienne. Et ensuite, les projets qu'il va développer vont très vite l'éloigner un petit peu de la pratique de ses amis parisiens. Et donc, il va embrasser des projets plus atypiques que les dessins qu'on a dans notre collection vont nous permettre d'aborder. Mmh. Alors, c'est un homme qui va se transformer aussi. Là, il est encore très sage, entre guillemets. C'est un artiste dans une galerie qui propose déjà des œuvres révolutionnaires en emballant donc des objets. La photo ici, elle date de 63. Christo et Jeanne-Claude sont dans une galerie à Rome où ils présentent donc ces objets. Mais au même moment, l'artiste pense déjà à plus grand. Et c'est à cette époque qu'il crée ses premiers emballages éphémères dans l'espace public et notamment en enveloppant des sculptures dans le parc de la Villa Borghese. Et le dessin le plus ancien qu'on a dans la collection euh, évoque justement cette possibilité d'intervenir à l'extérieur par ce thème de l'emballage. Mmh. Alors, je ne sais pas si tu vois ce dessin. Il est un peu mystérieux. On a l'impression de voir un objet démesuré, puisque très très vite on comprend que ce sont des petites silhouettes là, qui donnent donc l'échelle. En Mmh. zoomant même sur ce projet, on découvre un petit peu avec toute l'utilisation du fusain et des pastels gras, comme ça il y a tout un jeu pictural pour donner une évocation du plein air et de cet objet auquel sont confrontés donc ces personnages. Donc en fait, si je comprends bien et c'est pour que tout le monde puisse comprendre, il s'agit ici d'un dessin préparatoire à un projet d'envergure, Voilà, on est ici en 1966 et donc les premiers grands projets pour Christo se matérialisent. C'est l'année où il a pour la première fois une exposition dans un musée. Ça va se passer aux Pays-Bas, à Eindhoven. Il a le projet d'emballer une partie du musée et de la tour de l'édifice, mais pour différentes raisons, notamment de sécurité et de budget, ça lui est refusé. Et il passe alors à l'action en créant un grand volume de vide, d'air emballé pour faire une sculpture qui annonce l'événement. Et un peu sur cette lancée, il va proposer encore plus grand d'empacter un volume d'air
à l'invitation d'une école d'art. Et là, c'est aux États-Unis, le pays où il est maintenant installé depuis 1964 avec Jeanne-Claude. Ils se sont établis à ce moment-là donc à New York. Donc ça, c'est un projet, le dessin qu'on a ici au musée, pour donc la ville de Minneapolis, dans le Minnesota, dans le Midwest des États-Unis. Mhm. C'est une ville dont on parle beaucoup maintenant par rapport à une actualité terrible et à la mort d'un Afro-Américain qui a été assassiné d'une certaine manière par la police. Et donc, Oui. ça soulève une grande vague de manifestations. Mhm. Et donc, voilà, ici, rien à voir, simplement, c'est le cadre de cette ville où l'artiste a été invité à participer aux activités d'une école d'art. Ici, on est dans le projet. Les projets se réalisent. Mhm. Moi, celui-ci Voilà. s'est réalisé. Je pense que tu... Il s'est réalisé et je compare le dessin que l'on a avec un autre qui est peut-être un petit peu plus lisible pour nous amener vers le thème en fait de cet emballage qui explore aussi celui de la transparence, de l'éphémère et aussi d'un événement qui est destiné à être voilà très très bref parce que cette performance, j'ai envie de dire, a pris place pendant 2 jours au mois d'octobre dans la ville de Minneapolis. Et les dessins ici sont encore, on va dire, à une échelle assez raisonnable, parce que celui qu'on a et celui que je montre maintenant sont légendés comme un volume temporaire, Christo écrit ça en français, de 14 130 pieds cubiques, donc il adopte la mesure de volume américaine, le feet, d'empacter ce volume d'air pour le proposer en exposition sur les pelouses de l'école de Minneapolis. Et regarde ici la photo, donc le projet qui a abouti et qui en fait, au-delà de 14 000 pieds cubiques, va passer à beaucoup plus grand, avec plus de 42 000 pieds cubiques. Alors c'est des mesures qui nous parlent peut-être pas à nous parce qu'on les a pas, allez, familière avec nous, mais donc pour donner simplement un ordre de grandeur sur la photo qui apparaît du projet matérialisé, un énorme ballon, moi je trouve qu'il ressemble à une espèce de salami obèse géant, qui fait en fait 18 mètres de long sur plus de 9 mètres de hauteur, et qui est en fait un ballon, et là les dessins ne préparaient pas à cette surprise, peut-être quand c'est matérialisé, d'une enveloppe qui contient du vide, mais aussi 4 grands ballons qui sont là insérés en compagnie d'un nombre beaucoup plus grand, encore plus de 2000 ballons, j'ose pas dire petits, colorés, là, de toutes les couleurs, comme des confettis, mais chacun de ces confettis fait quand même 70 cm de diamètre. C'est quasiment comme des poupées gigognes. Euh, Oui, on a une espèce de, on dirait presque un hochet comme ça, ou un jouet pour enfants, mais très difficilement manipulable. Des ballons, c'est fait avec du vide, de l'air. Ici, c'est des poches plastiques oui. qui ont été scellées avec du tape et alors qui sont maintenus, qui sont ficelés, comme toujours avec la comparaison avec le saucisson. Mais c'est de la corde ici, hein. Il y a près d'1 kilomètre de cordage pour tenir la structure ensemble. Et alors, ce n'est pas tout. Et d'autres dessins laissaient anticiper la surprise, mais cet énorme volume, cet empaquetage temporaire était destiné ensuite à voyager dans la ville pour s'élever au-dessus de la pelouse de l'école d'art et aller se transporter aux côtés du musée en fait de la ville. Et là, sur l'image suivante, on voit l'hélico qui a été dépêché en fait pour tracter, tirer vers les airs, dans les hauteurs. Et je ne vais pas dire que c'est un flop, mais ce ballon, cet empaquetage temporaire, n'est monté qu'à 6 mètres d'altitude, donc bien moins que sa hauteur totale à lui. Et pour des problèmes, en fait, tout simplement des turbulences, il a fallu mettre un terme à l'opération. Donc voilà, ça a décollé, mais brièvement, sans pouvoir être transporté jusqu'au musée où c'était destiné voilà, à finaliser l'événement. Moi, ça me fait penser à... Tu dis qu'il emballe du vide. C'est vrai Mhm. qu'on pense à Duchamp, qui, C'est vrai, à une qui, autre échelle. vendait, qui vendait de l'air de Paris. Oui. Je pense aussi à Yves Klein. Mhm. Donc, on est là plutôt dans La aussi dématérialisation voilà, devant cette un idée salle, du plein concept. de Ouais. vide, Mhm. effectivement. Et puis, comment ne pas penser à Panamarenko, puisque, bon, dont on a remis
en scène l'aéromodéleur dans le Mhm. forum des musées et qui est décédé Quelques aussi. années. Mais oui, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que Ouais. on a presque l'impression de voir s'annoncer, puisque Panamarenko va proposer son grand ballon dirigeable aéromodèle, alors quelques années plus tard, comme un écho à la transparence ici du volume d'air de ce ballon artisanal que Christo avait conçu ici pour la ville de Minneapolis aux États-Unis. Ouais. Alors, tu nous parlais de l'académie, donc ce qui Mhm, est évidemment, je pense qu'on a compris que l'œuvre ne résidait pas tant dans la réalisation telle qu'elle, qui est éphémère comme tu l'as mhm. stipulé, mais dans toutes les démarches, Toutes en les démarches commençant par sont les dessins, mais très, en très, très passant. importantes. Les Ouais. dessins laissent entrevoir vers quoi on tend. C'est un processus de recherche, d'élaboration en fait de l'œuvre. Mais il y a ensuite aussi toute une phase de production où là, Jeanne-Claude avait un rôle déterminant pour rendre le projet possible. Et c'était alors aussi fédérer des troupes ici pour gonfler tous ces ballons, pour les maintenir, les rassembler. Donc participation très 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 active des étudiants et des professeurs de l'école d'art. Et donc là, c'est aussi intéressant, c'est que Christo avait le don de canaliser les énergies pour faire aboutir l'utopie, pour que, quittant le rêve et le croquis, ce projet fou devienne réalité. Et c'est aussi assez fascinant ici, c'est l'inventivité qu'il déploie pour que ça aboutisse matériellement. Il se mettait un point d'honneur avec Jeanne-Claude à ne jamais dépendre des financements publics, par exemple, que ce ne soit pas les impôts ou des taxes qui permettent de donner vie à ses rêves les plus fous, et donc de s'appuyer sur le marché de l'art en vendant les dessins pour financer alors les projets de construction. Et ici, une anecdote assez amusante pour ce projet en particulier. Des collectionneurs achètent des dessins pour financer la location de l'hélico et du pilote, mais il y a aussi une édition où Christo a réalisé 100 multiples qui étaient des boîtes emballées. Mais alors, avec un peu d'ironie, il a fait envoyer ces boîtes empaquetées par la poste, et plusieurs personnes les ont reçues, ont pensé à des colis normaux de la poste, et les ont alors ouverts en les déballant, et sont alors tombés sur des boîtes vides qui abritaient juste un certificat qui expliquait qu'ils venaient de détruire une œuvre d'art, puisque pour voir le certificat, il fallait avoir ôté l'emballage, l'empaquetage qui faisait effectivement le geste artistique de Christo et Jacques-Claude. De la provocation, on est dans les années 60. Mhm. Voilà. L'expérimentation aussi, hein, de donner de nouvelles formes, de nouveaux oui, paramètres à l'acceptation, à la création des œuvres d'art. Mhm. Alors l'image suivante, pour rester dans l'idée de la participation, et ça va nous faire entrer dans l'aventure de l'autre projet fou qu'un des dessins de notre collection permet d'aborder, nous montre à nouveau un emballage, un empaquetage de la corde des bâches, mais cette fois pour les mettre en place deux alpinistes, mais qui sont que quelques-uns parmi une équipe très très nombreuse rassemblée pour faire aboutir le projet qui est lié donc à ce dessin que notre musée possède également, et là qui va nous faire quitter les États-Unis, mais pour aller alors en Australie. Nous sommes en Australie. Tu peux nous décrire peut-être ce qu'on voit sur le dessin, qui d'ailleurs n'est pas que un dessin, parce que, enfin, je veux dire, on a des techniques mixtes, mais Mhm. il y a aussi des matériaux, de l'épaisseur, des Voilà, cordes. c'est un dessin peut-être plus riche d'ailleurs à ce niveau-ci que le précédent, mais c'est aussi le projet peut-être qui l'exige. En intervenant sur un site naturel, Christo est parti d'une photo de l'endroit où il se propose de faire son intervention. Et on est en fait à une quinzaine de kilomètres du centre de la ville de Sydney, Sydney si vous préférez, aux États-Unis, Nouvelle-Galles du Sud, En et Australie, en Australie. oui. Et entre ce dessin qui date de 1968 dans la préparation du projet 1969 et le précédent qui date de 1966, les choses ont énormément bougé pour Christo et Jeanne-Claude. Ils ont entre-temps emballé leurs premiers immeubles en emballant un lieu d'exposition en Suisse et une tour médiévale en Italie. Et alors ensuite, cette année 68, très très riche toujours pour ces artistes à l'art contemporain, est celle de la Documenta de Kassel en Allemagne, une grosse expo internationale où là, Christo et Jeanne-Claude ont fait ériger un nouvel empaquetage d'air, mais cette fois, le ballon fait plus de 80 mètres de haut et était le plus grand ballon sans structure interne que jamais on ait dressé. Et du coup, ça a attiré l'attention d'un public élargi dans le monde entier, notamment d'un collectionneur australien qui s'appelait John, qui vit toujours, John Caldor,
et qui va alors inviter Christo à faire une conférence en Australie, mais en discutant ensemble, Christo le convainc à voir plus grand et ambitieux, et alors lui ouvrir la possibilité d'un projet qui va consister à empaqueter, emballer toute une portion de la côte du pays de l'Australie, donc où cela va se matérialiser donc en 1969. Toute une portion, tu peux préciser? C'est 2 Alors, kilomètres en fait, oui, c'est une intervention qui va être à l'époque une des plus grandes œuvres d'art que jamais on ait pu concevoir et voir. Christo va obtenir l'autorisation de travailler, d'investir donc une portion du littoral qui dépendait d'un hôpital. Et cet hôpital, on le voit en fait sur le document, sur le dessin, sur l'œuvre d'art préparatoire. Donc, en partant d'une photo du site, on devine cette baie, cette crique, les falaises, pour vous donner une idée, font presque une trentaine de mètres de haut, et donc cette grande étendue sauvage, mais qui était liée donc à un bâtiment. Donc, avec le collectionneur, ils obtiennent les autorisations et vont mettre en place le financement pour pouvoir alors déployer cette fois 1000, je n'ai plus les mesures exactes, hein, mais non, pardon, 1 million de pieds carrés, cette fois toujours la mesure feet anglo-saxonne. Donc, et ce tissu qui est sur 1 million de pieds carrés ben, va couvrir près de 2,5 km de littoral sur une hauteur de 28 mètres, et alors la largeur, ça oscillait entre 40 et 250 mètres. Donc c'était une œuvre pour pouvoir être vue quand elle va être réalisée, demander plusieurs heures de promenade pour pouvoir être abordée dans sa totalité. Et pour le dessin préparatoire, Christo est parti d'une photo donc du site, mais a aussi fait des collages, et notamment avec des échantillons de tissu, pas le tissu définitif, mais pour donner un peu l'impact du projet à venir, a mis ça en place par la technique du collage, mais aussi en l'enserrant dans ces fins liens de véritables ficelles. Je ne sais pas si sur cette image suivante, on peut un petit peu mieux voir comment la photo a été retravaillée. Et ce tissu qui est collé, de dialoguer avec les techniques du crayon et du pastel hein, qui rehausse cette œuvre pour nous transporter vraiment dans l'atmosphère du projet à venir. Alors, on a hâte de voir la Voilà. réalisation. Est-ce Alors, qu'elle on peut, quitte elle? les annotations, hein, il y a une petite note, là, je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais Christo, par exemple, a indiqué la ligne qui montre la montée maximale de l'eau. Il faudra tenir compte du coefficient des marées, par exemple, pour ici, cette intervention. Et voilà, une photo. J'ai choisi cette photo-là parce qu'il y en a énormément sur le montage et l'aboutissement de l'œuvre, mais parce qu'en fait, c'est un point de vue qui cadre avec le dessin préparatoire qu'on a dans d'autres collections, puisqu'on voit la même perspective sur le bâtiment de l'hôpital, là, à l'horizon. Sauf qu'entre-temps, ben voilà, tout le tissu est maintenant choisi. C'est une bâche spécifique qui est un tissu assez aéré et qui était en fait existant, techniquement utilisé pour empêcher l'érosion des sols. Donc, c'est des tissus qui permettent de maintenir des talus ou éviter que des pans de montagne s'effondrent. Simplement, ici, Christo a fait produire une quantité un peu inédite pour pouvoir répondre là, à ce projet. Donc une équipe de plus de 140 personnes, avec quelques bénévoles, mais sinon essentiellement des ouvriers qui ont été payés, d'anciens ingénieurs militaires, des alpinistes, des spécialistes, de seconder les efforts de Jeanne-Claude et de Christo pour alors emballer tous ces rochers et transformer alors cette côte rocheuse qui s'appelait donc Rapid Coast, la côte emballée. C'est ça qui est particulier aussi dans les œuvres de Christo, c'est le monde qu'il mobilise, c'est de la co-création d'une certaine manière, mais Oui, une c'est de l'art pour tous, participation, dire ça l'art parce que pour finalement tous, de l'art pour tous et de l'art par tous, et puis ici ouais. même de l'art à l'échelle de la planète Terre, hein, par les dimensions, par ce fait de sortir du cadre étriqué du musée ou du cadre du marché de l'art, de la galerie, de la collection, d'ouvrir ça à des sites, aux éléments, d'en faire aussi un événement. Hein. Donc là, c'est une œuvre qui a duré relativement longtemps en comparaison avec les autres projets précédents ou qui suivront. D'habitude, une œuvre éphémère de Christo dure quelques jours, 2 semaines, mais ici, ça a été visible pendant 10 semaines. Donc, c'était peut-être aussi une réponse aux mobilisations et aux efforts, hein, 4 semaines de montage et à l'échelle colossale hein, de l'opération.
On n'a pas l'impression d'être en Australie, là. Non, c'est ça qui est poétique, c'est que c'est aussi un geste plastique. En transformant ici une portion de la nature, Christo entendait la faire voir autrement. Et à l'époque, la plupart des commentateurs évoquent un paysage lunaire. Il y a quelque chose de l'ordre de la science-fiction, mais c'est aussi dans l'air du temps, évidemment. En 69, c'est l'année où on va mettre pied sur la Lune. Et la conquête spatiale est un thème qui est là, dans l'air du temps, et qui fascine les attentions du grand public comme des artistes. Cette blancheur, c'est aussi peut-être les glaces. Aujourd'hui, on le verrait plutôt comme des icebergs, d'ailleurs, plutôt qu'une évocation d'un paysage de notre satellite, la Lune. C'est Et un alors peu aussi, pour, pardon. c'est un peu voilé pour dévoiler. On découvre Voilà, les œuvres transformer en fait les sur choses. le site et Mhm. oui, on le voit d'une autre façon, évidemment. Oui. Et ce qui est fascinant aussi dans ces images, c'est par exemple de voir effectivement toute cette abstraction, tout ce drapé qui est un thème classique dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des tableaux auquel Christo était sensible dans sa formation classique. Il l'utilise à des fins très très modernes, presque surréalistes, hein, de créer un paysage tout à fait étonnant, mouvant, fantastique. Ce que les photos d'ailleurs ne donnent pas et que les vidéos par contre qui existent transmettent, c'est que toutes ces bâches palpitaient, faisaient respirer la falaise. Il y a une espèce d'ondoiement, de frisson, à l'image aussi du jeu des vagues et du vent. Donc tout ça était très vivant, même parfois un petit peu trop d'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes techniques soulevés dans tous les sens du terme, notamment par le problème du vent. J'aime C'est beaucoup aussi cette Christo qu'on photo, voit. par exemple. Pardon, je te coupe chaque fois, mais euh, Non, c'est Christo qu'on voit. Christo, voilà, qui est là un peu en chef d'orchestre, là, pour peut-être indiquer une corde à tendre ou un endroit à redresser peut-être, voilà, ce drapé. C'est un peu tout le paradoxe de cette aventure ici, de cet emballage d'une côte sur plus de 2 kilomètres. C'est un geste sublime, donc c'est à la fois se mesurer au défi de la nature qui dépasse, qui est plus grande et plus forte que l'homme. Quelques jours après que les dernières bâches aient été posées, il y a eu des violentes bourrasques qui en ont détruit plus des 3 quarts. Il a fallu restaurer l'œuvre, revenir sur le site pour retendre ces bâches, refixer plus solidement toutes ces cordes. Donc l'effort était presque vain. Christo a été en partie blessé aussi, il s'était démis une épaule, donc ce qui a fait dire le bon mot au médecin qui s'était occupé de lui, que lui avait eu en tout cas le privilège d'emballer son épaule, là où lui avait emballé toute une côte et une portion du paysage du pays. Mais donc voilà, l'effort héroïque, l'aventure, ce côté épique, qui parfois était critiqué parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mégalomanie peut-être dans cette générosité ou dans cette volonté de transformer le paysage. Autre Oui, critique, ou de l'utopie. Hein, l'utopie, voilà, mais qui a peut-être aussi ses faces plus sombres. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on penserait peut-être plus rapidement, mais le coût écologique ici de cette œuvre d'art n'a pas été négligeable. Pendant 10 semaines, cacher tous ces rochers a perturbé la faune et la flore locale. Un nombre important d'oiseaux sont morts en ayant pu retrouver leur marque ou nicher là où ils devaient le faire normalement. Donc ça, Christo et Jeanne-Claude en tiendront compte pour les projets suivants, de dialoguer plus intimement avec notamment différentes associations militants pour protéger la nature ou pour que ces opérations aient l'impact le plus neutre possible ou voire un impact positif, puisque plus tard, en intervenant dans le paysage, parfois Christo, pour faire aboutir ses projets, a nettoyé des sites qui étaient pollués, a enlevé des débris qui étaient là avant qu'il n'intervienne et donc a rendu le lieu plus propre qu'il ne l'était avant son passage. Alors, on arrive à un projet qui, lui, n'a pas eu lieu. On quitte les deux œuvres de notre collection Voilà, petit clin pour d'œil pour dire la que fin. il nous a quittés, mais il est toujours là et qu'un projet est en cours d'élaboration. Il a été très très ralenti par l'épidémie du Covid-19 évidemment, et donc c'était prévu déjà pour les vacances de Pâques passées, mais donc ce sera remis à l'année prochaine. Un projet pour Paris, la ville qui a été si importante là, à ses débuts, de son vrai travail d'artiste et avec sa rencontre avec Jeanne-Claude en 1958. Et donc pour coïncider aussi avec une grande rétrospective au Centre Pompidou sur ces années parisiennes qui vont de 58 à 64, matérialiser un projet un petit peu fou que Christo avait émis dès le début des années 60, un des premiers bâtiments
important, un des premiers monuments qu'il se proposait d'emballer, ben, l'Arc de Triomphe, hein, des années avant le projet du Pont Neuf qui lui aboutira en 1985. Donc si tout va bien, ce projet verra le jour, mais donc l'année prochaine. Rendez-vous à Paris pour Oui. célébrer le talent de ce grand artiste. Je voulais juste, avant de terminer, préciser une petite chose. Tu as parlé d'emballer, d'empaqueter. Je sais que Christo n'aimait aimait moins le terme «emballer», Mhm. hein. Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais ça mais parler de, d'empaquetage et oui, on peut se demander, mais voilà, la démarche, de tout cela, quelle est-elle? Dans quoi il s'inscrit? C'est très difficile de caser et puis on n'est pas obligé de le faire non plus, hein. Non, C'est le défaut que qu'on a en tant qu'historien de l'art, mais c'est vrai que c'est un artiste qui, oui, voilà, on est dans de la performance, dans du land art, dans des interventions. Finalement, bon, voilà, on est peut-être dans un geste culturel, c'est un geste pictural aussi. Les dessins ont une qualité plastique en soi qui font que ce sont déjà des chefs-d'œuvre avant que le projet aboutisse ou pas. Puis ce qui est fascinant, c'est aussi tout ce que ça fédère. Ici, on analyse de la ville, de l'architecture, de l'impact et de la présence des monuments ouais. dans la ville, de redécouvrir les choses, de se les réapproprier aussi. C'est en cela que c'est une démarche très, très, très généreuse. Au-delà du projet qui aboutira ou pas, de reconsidérer les choses, notre quotidien, le transformer. Et donc, en cela, c'est aussi un grand poète. Mmh. Voilà, ce sera le mot de la fin. On termine sur une touche, poétique et surtout, sur, cet hommage, bah, à notre façon, hein, avec les Mhm. free guides, sur, cet artiste dont peu de gens peut-être savaient qu'on avait quand même, 2 pièces, dans notre collection et voilà, qu'on espère, évidemment, pouvoir, voir très bientôt, lors d'un redéploiement, de l'art moderne ou en tout cas de ces 2 dessins, hein, d'une présentation de ces 2 dessins. Je te remercie beaucoup Jean-Philippe. Merci Géraldine, merci de nous avoir Toujours suivis. passionnant. Voilà et c'était notre dernier free guide, donc on donne rendez-vous à tout le monde à la rentrée, hein, dès septembre. On compte bien reprendre d'une manière ou d'une autre, nos free guides. L'avenir nous le dira, hein, l'actualité aussi. Merci beaucoup À Jean-Philippe. bientôt, au À revoir. bientôt, au revoir.